Au contraire, parce que c'est vos interventions aussi qui construisent le cours, donc c'est ça qui est intéressant. Très bien, alors bah justement, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? La page 30. On était toujours chez les Pachika. Très bonne réponse, hein. Ça, c'est précis. Oui. De quoi on a parlé? On était chez les Vebashika. Tout à fait. On était toujours chez les Vebashika et on a parlé de... Très sympathique. Très bien. Il y a une différence entre les Madhyamika et eux, Oui, et même en Occident, la manière dont on imagine la substance, oui. effectivement, c'est pas du tout la même chose que chez les bouddhistes. Exactement, tout à fait. La substance, en effet, en Occident, d'ailleurs, il le dit à un moment donné dans la suite du texte. Pour nous, c'est quelque chose qui est permanent, finalement. Oui. Partie de la nature même de Oui, la chose. Alors, exactement. pour eux, pas du tout, parce que tout change d'instant en instant. Exactement. Tout change d'instant en instant, toutes les substances changent d'instant en instant. Mais pour les Vaibhashika, il y a une petite subtilité, c'est que ils disent qu'il y a donc la survenue, la durée, le vieillissement et la destruction, qui sont des qualités qui vont se surajouter à cette substance-là. Donc s'il n'y avait pas, par exemple, le vieillissement, cette substance durerait et serait statique d'un certain point de vue. Donc c'est une subtilité en plus, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats. Il y en a qui vont dire, bah oui, mais à ce moment-là, votre substance est permanente, et il y a juste des caractéristiques des phénomènes impermanents qui viennent se greffer dessus. Mais fondamentalement, si elle était toute seule, elle serait permanente. Donc il y a des difficultés par rapport à ça, ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant. En tout cas, c'est vrai que pour toutes les autres traditions, une substance est nécessairement impermanente. Très bien. Donc on avait parlé aussi de l'aspect, vous vous souvenez, on avait vu que l'aspect c'était ce qui permettait de combler un petit peu le petit souci de la causalité. On a d'abord la cause, ensuite l'effet. Et donc il faut qu'on puisse dire qu'on perçoit en temps réel un objet. Et l'aspect, c'est ce qui permet ça. Et des parties de l'aspect, c'est ce qui est tourné vers l'intérieur, donc c'est l'autocognition. Donc on avait vu que les Vaibhashika, eux, n'acceptent pas l'autocognition. Vous vous souvenez? Ouais. On avait vu ça dans la définition d'un Vaibhashika. Très bien, c'est super. Et donc on était à la page 30. C'est Excellent. ça. Ouais. Et donc je crois que c'est en bas, on arrive en bas. Donc il dit néanmoins, justement, c'est ce que par rapport à le concept de substance, Geshe Dreyfus dit salut Rachel. Bonjour. On a juste repris. On a juste repris Si. il y a pas longtemps. On a juste dit ce qu'on a fait la semaine dernière, tout ça. On a juste fait un petit rappel. Et puis, donc, ce qu'on disait aussi, c'est que maintenant, la vidéo est enregistrée. Comme ça, on pourra mettre sur YouTube. Donc, vous avez le droit de rester à l'image ou pas. C'est comme vous voulez. Vous pouvez fermer votre caméra si vous le souhaitez. C'est vous qui choisissez. D'accord. Donc, en bas de la page 30, Geshe Dreyfus continue. Il dit néanmoins, le concept de substance est appliqué à l'intérieur même des écoles bouddhistes, en étant transformé, comme on l'a dit. Parce que c'est une autre façon de voir plutôt que ce que disent les écoles hindoues, etc. Et donc, il dit, il lui est donné un autre sens. Il est donc important, lorsqu'on parle de substance, de ne pas croire que les bouddhistes acceptent la notion de substance telle qu'elle est conçue par les Nyayas, donc les tenants d'une philosophie hindoue, ou par Aristote. Et cela surtout quand on fait de la traduction. Lorsqu'on utilise un terme tel que le mot substance, donc dravya en sanskrit ou dze en tibétain, il faut bien être conscient que ce mot a une très longue histoire en Occident et qu'il veut dire chez nous quelque chose qui probablement n'est pas adapté à ce que l'on veut exprimer, donc dans la tradition bouddhiste. Donc ce n'est pas en soi un obstacle, mais cela permet d'avertir le lecteur que ce mot doit être employé avec le sens propre de la tradition qu'il utilise. Ça, c'est très important, hein. C'est de ne pas confondre le vocabulaire à chaque fois. Si par exemple vous lisez dans le dictionnaire occidental vacuité ou vide, il y a peu de chances que ça renvoie à la même chose que ce que dit le bouddhisme, par exemple, ou même dans d'autres traditions, dans le taoïsme, etc. Très bien. Donc là, il va parler du texte qu'il utilise. Le texte que j'utilise a été écrit vers le XVIIIe siècle par un Mongol du nom de Pandit Chögyé, qui habitait au Tibet. Donc c'est un texte qui est une explication des deux vérités dans les quatre écoles. Donc cet auteur est assez original, a un style assez plaisant, consistant, et ne passe pas trop de temps à débattre, parce qu'il y a des textes où il y a beaucoup de débats. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, maintenant on a des sessions de débat pour apprendre les débats à 15 h le vendredi. Même endroit. Très bien.
ton email, Jimpa. Ah, pardon. L'email que tu nous as envoyé, il y a écrit 16 heures. Voilà, et j'ai renvoyé un autre mail pour corriger, pour mettre 15 heures, ouais. Donc c'est 15 heures alors. Ouais, Parce ouais, ouais, tout à fait. Ouais, il y avait une petite erreur dans l'horaire, en effet. Donc c'est bien de 15 à 16, et donc on va apprendre tout le début pour essayer de voir ce que disent tous ces grands maîtres quand ils parlent des comparaisons des phénomènes, etc. Ouais. Très bien. Donc il dit, ce texte fait partie indirectement des manuels du monastère de Gomang, le monastère Drepung Gomang, l'une des grandes universités monastiques qui a été reconstruite dans le sud de l'Inde, pas très loin de Mungod. Donc, mais à l'époque, bien sûr, c'était au Tibet. Donc, je pense que vous êtes conscient que les divers monastères Gelugpa, donc la dernière tradition tibétaine qui a été instaurée au début du XVe siècle, vers le XVe siècle, ont différents manuels qui ont des points de vue différents sur de nombreux sujets. Donc il y a des débats internes au sein même d'une école. Parce que certains vont écrire des manuels qui vont mettre des détails différents par rapport à d'autres manuels. Donc ça permet une grande vivacité, en fait. Ça permet de se dire, bon, bah, je peux avoir mes propres points de vue, en fait. Donc aussi, lorsqu'on étudie ce genre de littérature, il est toujours utile de garder à l'esprit le monastère et la tradition auquel elle se rattache. Donc là, on est toujours un regard Gelugpa du point de vue Prasangika. En fait, on essaie d'observer les autres écoles du point de vue de l'école la plus évoluée, en fait. C'est comme si on regardait un escalier d'en haut, en fait. À partir du palier supérieur, on regarde l'escalier. Donc on reconstruit toutes ces écoles à partir d'un point de vue particulier. Peut-être que les tenants de ces écoles-là, eux, diraient non, c'est pas nécessairement mon point de vue à moi. C'est possible aussi. Très bien. Donc il dit le texte concernant les 4 écoles que l'on étudie normalement dans Dupta en tibétain ou Siddhanta en sanskrit se rattache au monastère de Gomang également. Parce que souvent on étudie le Dupta Rinchen Tenwa, la précieuse guirlande des vues philosophiques. C'est souvent ce texte-là. Si des gens étudient auprès du vénérable Geshe Damdul, par exemple, c'est ce texte-là qu'il enseigne quand il parle des différentes écoles, etc. Et il y a longtemps, chez Lubtsu Korling, quand je traduisais le vénérable Otok Rinpoche, c'était aussi ce texte-là qu'on étudiait. Donc il est très très connu, très célèbre, et on l'a en anglais dans Cutting Through Appearances. Donc Christine doit l'avoir déjà. Et donc c'est ce texte-là qu'on a en deuxième partie, qui est commenté par Geshe Lhundrup Sepa. Et donc il est vraiment très important, et donc on verra des points justement à partir de ce texte-là pour comparer un petit peu à ce qu'on voit dans le bas de cette page 31. Donc il dit cela n'a pas une grande importance, mais si on étudie cela plus profondément, on peut se rendre compte soudain qu'il existe un autre texte disant quelque chose de différent. Ça peut arriver tout simplement, ouais. Des définitions légèrement différentes, etc. Donc il est clair qu'il y a des différences et il faut garder cela à l'esprit. Il faut également toujours se souvenir qu'on parle ici de l'interprétation Gelugpa, qui est parfois différente de celle des autres écoles. Si vous lisez par exemple les distinctions des vues de Gewal Longchenpa, ou il y a même un traité fait par Guru Rinpoche par rapport à ça, donc vous verrez qu'il y a peut-être des distinctions, c'est possible. Très bien. Donc pour les Vaibhashika, pour en revenir à notre sujet, tous les phénomènes existent réellement et sont établis substantiellement. Donc là, on a 2 termes de vocabulaire très différents. Vous vous souvenez, dans la définition d'un Vaibhashika, c'était quoi? C'était quoi? La définition d'un Vaibhashika. Ah ben oui, c'était quelqu'un qui fait partie du Hinayana, qui ne refuse l'autocognition et qui dit que les phénomènes existent réellement. Exactement. Donc c'est un tenant d'une vue du véhicule fondamental. Donc ça sous-entend quoi? Que cette vue n'accepte pas le non-soi des phénomènes, Oui. accepte uniquement le non-soi de la personne. Donc c'est ça que ça sous-entend. N'accepte pas l'autocognition, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas l'aspect, tout simplement. Et, et accepte que les phénomènes extérieurs, il y a juste ça, il y avait rajouté extérieur dans la définition qu'on avait de la Majitsumba, les phénomènes extérieurs existent véritablement. Donc ça rejoint ce qu'on dit ici quand on dit un tenant du véhicule fondamental. Un tenant du véhicule fondamental dira que si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel. Ça ne peut pas être un non-soi des phénomènes.
Et c'est un non-soi très particulier, c'est l'absence d'existence autosuffisante et substantielle de la personne. Vous vous souvenez, on en avait parlé? Oui, Ouais. Très bien. Donc ça veut dire que si on prend une table, est-ce qu'une table est une personne? non. Non, Que nenni. non, en effet. Une table n'est pas une personne, donc c'est un phénomène autre qu'une personne, vous êtes d'accord? Oui. Mais est-ce que cette table, est-ce que le non-soi de cette table, c'est un non-soi des phénomènes ou un non-soi de la personne? C'est un non-soi personnel, parce qu'elle Oui, n'est pas l'objet d'usage d'une voilà. personne suffisante et substantielle. Exactement, génial. Donc C'est ça veut ma table, c'est ta table, je me sers de cette table. exactement, c'est exactement ça. Vu qu'il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il ne peut pas y avoir de mien autosuffisant et substantiel. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui soit à moi qui existerait de manière autosuffisante et substantielle. Ouais, ça vous parle? Génial. Donc ça veut dire que cette table, pour ces écoles du véhicule fondamental, cette table est un non-soi personnel, mais n'est pas un non-soi phénoménal, parce qu'il n'accepte pas le non-soi phénoménal. Donc c'est un peu choquant, c'est un peu choquant. Parce que nous, on avait, ceux qui ont déjà eu une approche du Madhyamaka, etc., ont déjà entendu qu'il y a le non-soi des phénomènes et le non-soi des personnes. Et si on parle du non-soi d'une table, on va parler du non-soi d'un phénomène, et pas du non-soi d'une personne. Mais pour ces écoles du véhicule fondamental, si c'est un non-soi, c'est nécessairement celui d'une personne. Et donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la table, elle a une existence véritable. Oui, Elle est simplement pas l'objet d'usage d'une Elle est personne véritable. autosuffisante. Exactement. Elle est véritable, elle a une existence véritable, ça veut dire qu'elle existe de son propre côté, de manière purement objective, etc., etc. Ouais? ouais. Génial. Bien, donc bien, ça, bien sûr, on va le réfuter progressivement, surtout chez les Madhyamika, parce que dans la définition d'un Madhyamika, il y a ceux qui réfutent l'existence véritable. Très bien. Et là, il y a aussi établi substantiellement. Est-ce que vous vous souvenez ce que ça veut dire? Établi substantiellement. Oui. Ouais. Fonction. Oui, très bien. Oui. C'est avec la fonction. Exactement, qui a la capacité d'opérer une fonction. Ça veut dire que c'est une chose. Pour les Vaibhashika, ils vont dire Shiduna Ngoboyimpekya. Si c'est une base établie, c'est nécessairement une chose efficiente. Si c'est un existant, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Ouais, Ouais. très bien. Donc on avait dit que pour eux, même l'espace qui est permanent est aussi capable d'opérer une fonction. Vous vous souvenez, c'était quoi sa fonction en particulier? Mouvement, là. Exactement. De permettre le mouvement. Ouais, de Oui. permettre le mouvement. Donc, comme il ne fait pas entrave au mouvement, il est une cause il fait partie des causes de ce mouvement. Et donc, il est capable d'opérer une fonction. Et ça, ce ne sera pas du tout accepté par les autres écoles. Les autres écoles vont dire si c'est permanent, c'est nécessairement pas capable d'opérer une fonction. Mais chez les Vaibhashika, si ça existe, ça a nécessairement la capacité d'opérer une fonction. Et donc, c'est nécessairement une chose. Ouais? Ouais. Ça vous parle toujours? Toujours. S'il y a des complications, n'hésitez pas, hein, on peut facilement y revenir. Très bien. Donc il dit, par contre, c'est déjà une petite subtilité, ils n'ont pas nécessairement une existence substantielle. Donc là, on commence à aller dans le croustillant. On commence déjà à avoir une distinction entre établi substantiellement et existant substantiellement. Et là, c'est quoi la différence? Vous vous souvenez, on en avait parlé, on a fait un petit C'est débat là-dessus. l'ultime qui existe substantiellement. Exactement, ce sont les vérités ultimes. Pourquoi? Parce que les vérités ultimes pour eux sont les instants de conscience et les particules insécables. Les particules. Exactement. Et donc, ça veut dire que exister substantiellement, ça veut dire que ça résiste à une analyse ultime. Ça veut dire que ça continue d'être appréhendé par la conscience, même quand c'est divisé mentalement, même quand c'est cassé en plusieurs morceaux, etc. Vous vous souvenez? Et donc, ça veut dire que les existants ou les choses, pour les Vaibhashika, c'est pareil, choses ou existants, c'est pareil, se distinguent en deux, les vérités conventionnelles, qui n'existent pas substantiellement, et les vérités ultimes qui existent substantiellement. Oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'une vérité ultime, non seulement elle est établie substantiellement parce que c'est une chose, c'est un existant, mais en plus, elle existe substantiellement, elle résiste à une analyse. Ouais. Ouais. Alors une table est toujours établie substantiellement parce que c'est un existant, c'est une chose, mais c'est une vérité conventionnelle, donc elle n'existe pas substantiellement. Ouais. Oui. Ça parle à tout le monde? Oui. Ah, super. Excellent, très bien.
Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial, ça veut dire que vous avez compris tout simplement combien de possibilités entre vérité ultime et existant. Il y a combien de possibilités? Si on dit équivalent, contradictoire, trois possibilités, quatre C'est 3, à possibilités. mon avis, c'est 3, oui, oui. C'est les existants et les vérités ultimes, c'est ceux qui existent substantiellement. Voilà, exactement. Donc on va dire par exemple, imaginez que les existants, ce soit la généralité des pommes. Et vérité ultime, ce serait pomme rouge. Vérité conventionnelle, ce serait pomme pas rouge. Ouais. Et donc, combien de possibilités entre pomme rouge et pomme? Eh bien, 3. Trois. C'est-à-dire que vous avez ce qui est les deux, une pomme rouge qui est sur le marché, C'est une qui est pomme. sur le marché. Vous avez une pomme qui n'est pas une pomme rouge, par exemple, une pomme jaune ou une pomme verte. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. La troisième possibilité, c'est ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Une poire. Une poire. Ouais, génial. Donc si on dit que, en fait, c'est le même principe, c'est le même système entre donc pomme et pomme rouge ou existant et vérité ultime. Si c'est une vérité ultime, c'est nécessairement un existant. Donc on va prendre un exemple, par exemple une particule insécable pour les Webeshika, c'est ce qui est les deux, un existant et une vérité ultime. Maintenant, qu'est-ce qui serait un existant et pas une vérité ultime? Une table. Eh bien, Table. Oui. Oui. Une table est un existant, vous êtes d'accord? oui. Tout le monde est d'accord? Ça existe une table? Oui. Mais une table n'est pas une vérité ultime. Pourquoi? Chez Pachika? Parce qu'elle n'a pas d'existence substantielle. Voilà. Exactement, parce que elle peut être divisée, elle perd son entité, elle perd son identité si elle est cassée en plusieurs morceaux, etc., ou si elle est divisée mentalement. Ouais. Oui, elle existe parce que les Anglais disent elle est véritable. Oui, excellent. Et donc, ce qui ne serait ni un existant ni une vérité ultime, Ben, non existant. non existant, exactement. Une corne de lapin, par exemple. Une corne de lapin, Ah oui. une plume de tortue, etc. Très bien. Donc, on a trois possibilités aussi. Ouais. Ce qui est les deux, ce qui est l'un mais pas l'autre, et ce qui est aucun des deux. Ouais. Et ben c'est pareil entre établi substantiellement et existant substantiellement. Parce que établi substantiellement, c'est égal à existant chez les Vaibhashika, et existant substantiellement, c'est égal à vérité ultime. Oui. Ouais. Donc en fait, c'est juste le même principe avec des mots différents. C'est-à-dire que ce qui est les deux, à la fois existant substantiellement et établi substantiellement, c'est une particule insécable, par exemple, ou un moment de conscience indivisible, etc. Ce qui est établi substantiellement mais pas existant substantiellement, ce serait quoi? Ce qui Les est phénomènes autres, c'est ces deux-là. Oui, alors autre que ces deux-là, en fait, ce qui serait établi substantiellement, ça veut dire existant. Ouais. Tous les existences, Et non. un chat. Voilà, un chat, une table, etc. N'importe quelle vérité conventionnelle, en fait. Ouais. Donc c'est ce qui est établi substantiellement, mais pas existant substantiellement, puisque c'est pas une vérité ultime, une table, etc. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. un Oui, existant. une plume sur un œuf. Une plume Oh, ça existe, ça. J'en ai déjà vu. J'ai déjà vu des plumes sur des œufs. Aussi. Oui, mais naturel, Quand naturel. tu vas non, quand tu vas au poulailler, il y a souvent des plumes sur les œufs. Oui, mais je veux dire par là un œuf à plume. Un œuf à plume. Voilà. Un œuf à plume. Exactement. Un œuf à plume, c'est un non existant. Et donc, c'est nécessairement pas établi substantiellement. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut résumer en disant établi substantiellement, Ah bah oui, c'est Établi un non existant. c'est existant. C'est donc existant. vérité ultime? Alors non. En fait, c'est le contraire. Si c'est une vérité ultime, c'est nécessairement existant. Ouais. D'accord. Mais si c'est existant, c'est pas nécessairement une vérité ultime, par exemple.
Donc en fait, dans les deux cas, il y a un existant, mais il y a un cas où il avait été conventionnel, l'autre il a été ultime. Oui, C'est ça, exactement. hein. C'est ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que, on va dire que existant, c'est un grand œuf qui est séparé en deux. Vous avez le blanc et le jaune. Ouais. Et donc le blanc, c'est vérité conventionnelle, le jaune, c'est vérité ultime. Donc si c'est l'un des deux, ça fait nécessairement partie de l'œuf. Ouais. Mais si ça fait partie de l'œuf, c'est pas nécessairement le blanc. Donc si c'est le blanc, c'est nécessairement une partie de l'œuf. Mais si c'est une partie de l'œuf, c'est pas nécessairement le blanc. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le jaune. Le jaune, exactement. Et là, c'est pareil entre vérité ultime et vérité conventionnelle avec existant. Si c'est une vérité ultime, ça existe nécessairement. Mais si ça existe, c'est pas nécessairement une vérité ultime, par exemple, une vérité conventionnelle. Donc, si on remplace existant avec établi substantiellement, parce que c'est ce que les Weber-Gica disent, établi substantiellement, ça veut dire chose, c'est une chose. Et donc, si c'est un existant, c'est une chose. Si c'est une vérité ultime, c'est nécessairement une chose. Mais si c'est une chose, c'est pas nécessairement une vérité ultime, par exemple. Et voilà, exactement, on prendra une vérité conventionnelle, quelle qu'elle soit. Et ça marche aussi avec vérité conventionnelle. Si c'est une vérité conventionnelle, c'est nécessairement un existant. Mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement une vérité conventionnelle, par exemple, une vérité ultime. Donc ça fonctionne toujours comme ça. Et donc si vous remplacez existant par chose ou existant par établi substantiellement, c'est pareil, c'est équivalent. Et si vous remplacez vérité ultime par existant substantiel, c'est pareil, c'est équivalent. Ouais. Donc si c'est un existant substantiel, c'est nécessairement établi substantiellement. Ouais. Mais si c'est établi substantiellement, c'est pas nécessairement un existant substantiel. Ça peut être une vérité conventionnelle. Donc là, en fait, c'est un peu embrouillant parce qu'on parle d'autres vocabulaires. Mais en fait, si on comprend bien que on parle ici de vérité ultime et existant, finalement, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est comme le blanc d'œuf et le jaune d'œuf, en fait. Ouais? Ça parle à tout le monde? Génial. Excellent. Eh ben, c'est super. Très bien. Donc, on va essayer de poursuivre un peu. Très bien. Donc, on va donc utiliser deux mots. On va dire qu'ils sont établis substantiellement, donc les phénomènes, mais qu'ils n'existent pas forcément substantiellement. Qu'est-ce qui n'existerait pas substantiellement? Toute vérité conventionnelle autre que Oui, toutes les vérités conventionnelles, tout ce qui la table, le chat, le tout. Voilà, exactement. Donc, tout ce qui peut être analysé d'une manière que substantielle, voilà. Voilà. D'une manière conventionnelle. je dirais. Conventionnel, voilà, exactement. Si on cherche la table dans la pièce, on fait une analyse conventionnelle. Ouais. On cherche la table dans la pièce. Mais si on ne se satisfait pas de ça et qu'on essaye de chercher, ok, c'est quoi exactement, de quoi est-ce qu'elle est faite exactement, on va chercher les particules en fait, qui vont la construire. Et donc, quand on voit une particule, on ne voit plus une table. Et donc, la table, elle perd son identité. C'est comme si on la cassait en 1000 morceaux avec une masse. On la casse en 1000 morceaux pour essayer de voir de quoi elle est faite. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous étiez petit, vous cherchiez un petit peu comment sont fabriqués vos jouets. Et donc, on essaie de démonter tout ça, paf, 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 de quoi c'est fait. Et le jouet n'existe plus à ce moment-là. On est juste dans des parties de jouets. Mais là, c'est pareil, en fait. Donc, on fait une analyse ultime. Et si ça perd son identité quand on fait une analyse ultime, c'est une vérité conventionnelle, en effet. Donc là, ma question, il faudrait que je la précise, en fait. On va utiliser deux mots. On va dire qu'ils sont établis substantiellement, mais qu'ils n'existent pas forcément substantiellement. Donc, si on dit qu'est-ce qui existe et qui n'existe pas substantiellement, c'est ça qu'il faudrait dire pour parler nécessairement d'une vérité conventionnelle. Sinon, si on dit qu'est-ce qui n'existe pas substantiellement, on pourrait dire bah, une corne de lapin aussi. Une corne de lapin n'existe pas substantiellement puisqu'elle n'existe pas. Ouais. Génial. Très bien. Donc il dit, vous allez me dire qu'il n'y a pas de différence entre être établi et exister. C'est vrai. En tibétain, dans beaucoup d'écoles, c'est similaire, c'est équivalent. Il dit, c'est vrai, en tibétain, il n'y a pas de différence entre les deux mots. Dze suyeba et dze sujupa. Ou on dit même en plus bref, on dit dzeye ou dzejup. C'est pareil. Dzeye, dzejup.
En général, il n'y a pas de distinction, mais les Vaibhashika sont les seuls à faire cette distinction. Donc ils vont dire que Dze-ye, c'est exister substantiellement. Dze-jup, ça veut dire être établi substantiellement. Il dit ensuite, le texte dit que pour les Vaibhashika, tous les phénomènes sont établis substantiellement. Donc ça, on l'a vu. Tous les phénomènes sont des choses. Tous les phénomènes sont capables d'opérer une fonction. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement imputés sur d'autres phénomènes, mais qu'ils existent par eux-mêmes. Ça, vous vous souvenez, quand on avait vu la distinction entre substantiel et imputé, on avait vu la différence entre le temps et la montre. Le temps, c'est un phénomène imputé pour les autres écoles. C'est un phénomène imputé parce qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne peut pas le toucher, etc. C'est impermanent, mais ça n'a pas de forme. C'est pas de la forme et c'est pas de la conscience. Donc pour les écoles en général, même les Vaibhashikas sont censés accepter les phénomènes composés non associés. Un composé non associé, c'est un phénomène impermanent qui n'est ni forme ni conscience. En tibétain, une chose qui n'est ni de la forme ni de la conscience. Et donc, le temps, c'est comme ça en fait. Le temps, c'est une durée, c'est impalpable. On peut le ressentir d'un certain point de vue. On peut ressentir le temps qui passe, etc. Quand on est dans la salle d'attente du dentiste, etc. On a des perceptions différentes du temps. Mais est-ce qu'on le voit directement ou explicitement avec nos yeux? Est-ce qu'on l'entend, etc.? Pas du tout. On a besoin de passer par autre chose. Et donc, si on a besoin de passer par autre chose, c'est là où on va parler d'un phénomène imputé. Et on ne va pas parler de phénomène substantiel. Le phénomène substantiel, ça va être la montre. La montre, on a besoin de passer par rien d'autre pour l'apercevoir. Ouais. Le soleil. Ou le soleil, l'ombre dans les branches, etc. Non, mais le soleil, parce que ça revient tous les jours. Et si tu vois plus le soleil, tu perds la notion exacte du temps. Oui, tout à fait. Exactement. Ouais, il y a eu des scientifiques qui ont fait ça, qui ont passé des journées dans des grottes, et en fait, leur sommeil, c'était des plages de 15 minutes, 20 minutes, etc., une demi-heure à rigueur. Et donc, ça remplaçait les nuits, en fait. C'était juste des successions de périodes de sommeil avec des périodes de veille, etc. Ouais, ça intéresse. Oui. Allô? Rien, je termine. C'est le petit Nachoum, tu sais. Non, mais je suis en train de faire une crise de sinusite avec les pollens. D'accord. J'ai pas la forme aujourd'hui. D'accord. Mais bon, ça passera. Ouais. Ok, très bien. Donc là, on essaie de voir justement cette distinction entre ces deux types de phénomènes, les phénomènes substantiels et les phénomènes imputés. Et donc, voilà, on en est ici, donc en bas de la page 31. Ouais, ça va? Donc très bien. Ok. Donc le texte dit que pour les Vaibhashika, tous les phénomènes sont établis substantiellement, très bien, ça on l'a vu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement imputés sur d'autres phénomènes, mais qu'ils existent par eux-mêmes. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on avait vu une fois précédente que les Vaibhashika acceptent 5 catégories. Ils vont dire que tous les phénomènes sont inclus dans ces 5 catégories. Et parmi ces 5 catégories, donc il y a la forme, les consciences principales, les facteurs mentaux, les facteurs composés non associés et les phénomènes permanents. Et donc, ils acceptent des phénomènes composés non associés. Mais le texte semble vouloir dire que pour eux, les phénomènes composés non associés, donc ces impermanents qui ne sont ni de la forme ni de la conscience, seraient des phénomènes substantiels et pas des phénomènes imputés. Donc, je pense que c'est pour ça que pour les écoles supérieures, l'école Sautrantika en particulier, ils vont faire des distinctions, ils vont dire qu'il y a 2 sens du terme substantiel et du terme imputé. Ils vont dire qu'il y a 2 sens, au moins 2 sens. Pour substantiel, il y a même 4 sens différents au moins. Mais on verra qu'il y a des notions supplémentaires pour les autres écoles. Donc peut-être que c'est pour ça, c'est pour essayer de faire des raffinements, des distinctions par rapport à ces phénomènes. Très bien, mais on va laisser ça de côté pour l'instant. Donc il dit, ils ont donc leur propre substance.
Que veut dire dans ce cadre le mot substance? Rien d'autre que le fait que les phénomènes peuvent être conçus clairement tels qu'ils sont. Par contre, les phénomènes n'existent pas substantiellement, car pour le Rebecca, existence substantielle et qui est équivalent à existence ultime. Donc, c'est-à-dire que tous les phénomènes n'existent pas substantiellement. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a des phénomènes qui existent substantiellement, ce sont les vérités ultimes. Ouais, très bien. Donc, les phénomènes n'existent pas substantiellement, donc tous les phénomènes n'existent pas substantiellement, certains oui, mais sont établis substantiellement. Ça, on l'a vu. Établis substantiellement, chose capable d'opérer une fonction, c'est équivalent. Ouais. Ça vous parle toujours? Ouais. Génial. Très bien. Ouais. Donc, les phénomènes existants substantiellement, ce sont les phénomènes de vérité ultime, tels que les sous-particules, les moments de conscience infinitésimaux, etc. Les autres phénomènes tels que le vase, l'eau, etc., n'existent pas substantiellement, puisqu'ils n'existent pas de manière ultime. Ouais. Ce sont des vérités. Tu veux bien couper ton micro, l'anglais? Merci. Donc, n'existe pas de manière ultime. Très bien. Puisque il y a le vase, l'eau, la table, etc., sont des vérités conventionnelles, donc n'existent pas de manière ultime, existent de manière conventionnelle. Par contre, ils sont établis de façon substantielle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imputés à quelque chose, qu'ils existent de façon substantielle. Ces distinctions vont être encore plus utiles quand on va s'occuper des Sutra Antika et des Yogacara. Donc là, il pose juste des graines, et ensuite on verra des choses un peu plus intéressantes par rapport à ça. Très bien. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça jusqu'à maintenant? Oui, alors moi j'ai une question. Puisque tu dis que pour eux, les phénomènes composés non associés seraient substantiellement établis, Oui, ça veut dire que pour eux, la personne est substantiellement établie. exactement. Sûrement. Donc, il n'y a pas d'existence autosuffisante et substantielle de la personne, mais elle est substantiellement établie Exactement. Elle est, en effet, il n'y a pas d'existence substantielle. Tu te souviens ce que ça veut dire exister substantiellement? en soi. Et oui, c'est Voilà. ultime. C'est ultime, exactement. Et donc, si la personne avait une existence ultime ou une existence substantielle, on pourrait la trouver à l'issue d'une recherche. Mais si on recherche la personne, c'est quoi en gros une personne? Surtout pour les Vaibhashika, la plupart des Vaibhashika, peut-être pas tous, mais la plupart vont dire que la personne, c'est quoi? C'est l'agglomérat des 5 agrégats. C'est Ouais. des agrégats, oui. Ouais. Vous vous souvenez de ce que ce sont les 5 agrégats? Ben, Rachel les connaît par cœur. les facteurs mentaux, La forme, la sensation, Sensation. ouais, et les consciences. Exactement, très bien. Donc, en effet, Jordan avait la réponse aussi, que vous n'avez pas vue, elle est là. Ah, Alors, Donc, forme, sensation, identification ou perception, parfois on appelle ou discrimination aussi, parfois on l'appelle comme ça. Moi, je préfère identification. Formation et conscience. Donc, forme, c'est quoi? C'est la matière, c'est tout ce qui est atomiquement constitué, etc. Pour la plupart des écoles. Sensation, c'est facile. Plaisante, déplaisante, neutre, etc. Identification, c'est pouvoir identifier le haut du bas, le bien du mal, etc. Les formations, il y a tous les autres facteurs mentaux autres que la sensation et l'identification, plus les autres facteurs composés, l'impermanence, par exemple. Ouais. Et les consciences principales, sensorielles et mentales. Ouais. Et donc les Vaibhashika, la plupart des Vaibhashika vont dire que la rencontre de ces 5 agrégats, c'est ça la personne. La personne, c'est un sac de billes qui est constitué de 5 billes. C'est un groupe de billes. Et donc, si les billes se disloquent, la personne n'existe plus. Et donc, ils vont dire en effet que si c'est comme la table, en fait. La table, si on cherche ses constituants ultimes, est-ce que la table est toujours appréhendée? Non. On trouve des particules indivisibles, etc. pour les Vaibhashika. Et donc, ça veut dire que la table est une vérité conventionnelle. Si on opère la même analyse avec la personne, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tous les éléments qu'on trouve dans l'Abhidharma, par exemple. Les sensations, une sensation plaisante, déplaisante, neutre, une forme
sensorielle, une forme visuelle, une forme auditive, une forme olfactive, etc. On va trouver des moments infinitésimaux de discrimination ou d'identification, des moments infinitésimaux d'impermanence. On va trouver des moments infinitésimaux de conscience. Donc, tout des particules temporelles ou matérielles. Et donc, c'est ça qu'on va trouver. C'est ça les vérités ultimes. C'est ça qui existe substantiellement. Mhm. Mais la personne, elle cesse d'être appréhendée à ce moment-là. Et donc la personne n'existe pas substantiellement. Ouais, Mais elle est substantiellement établie. exactement. Pourquoi? Tu as dit que les facteurs composés non associés chez les Vaibhashika, parce qu'elle est existante. Exactement. C'est la raison principale. Parce que dès l'instant où ça existe, c'est une chose. Et donc si ça existe, c'est substantiellement établi. Ouais. Mhm. Et si ça existe, c'est pas nécessairement substantiellement existant. Ouais. Parce qu'il n'y a que les vérités ultimes qui existent substantiellement. Ouais. Alors l'imputation, là, on l'introduit comment dont tu parlais? Alors l'imputation, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que ils sont quand même censés accepter des phénomènes imputés. Parce que la définition d'une personne, c'est quoi? Un jeu imputé sur les 5 agrégats, sur tout ou partie des agrégats. Ouais, un jeu imputé en dépendance de tout ou partie des agrégats. Et donc ils sont obligés d'accepter une personne qui soit malgré tout imputée ou désignée. Mhm. Et c'est pour ça justement qu'ils font pas vraiment cette distinction entre euh, quand on a chez les Sotrantika, on a une autre distinction, phénomène substantiel, phénomène imputé, etc. Voilà. Tandis que c'est substantiellement établi, mais ça peut être imputé, un phénomène substantiellement établi. Exactement, tout à fait. Eh ben, on n'est pas arrivé. Ouais. On n'est pas Donc, sorti du sable. on n'est pas sorti du sable. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça parce que chez les Sotrantika, on voit il y a au moins deux sens très importants de substantiel et imputé. Substantiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire impermanent. Ça, c'est le premier sens. Impermanent. Et donc, imputé, dans ce sens-là, ça veut dire permanent. Simplement imputé, c'est permanent. Et donc, ça, c'est un premier jeu d'ensemble. Et l'autre jeu d'ensemble, c'est substantiel. Ça veut dire qu'on peut l'appréhender sans passer par autre chose, comme la montre. Et imputé, c'est qu'on peut l'appréhender en passant par autre chose, comme le temps. Et donc, ça a un autre sens complètement différent. C'est plus un sens ontologique, comment les choses existent, permanentes ou impermanentes, c'est un sens épistémologique. C'est comment est-ce qu'on appréhende ce phénomène? Est-ce qu'on a besoin de passer par autre chose que ce phénomène ou pas du tout? Et si on a besoin de passer par autre chose, c'est un phénomène imputé. Si on n'a pas besoin de passer par autre chose, c'est un phénomène substantiel. La personne est un phénomène imputé parce qu'on doit passer par le corps pour voir une personne, mais le corps de la personne, c'est un phénomène substantiel. Parce qu'on n'a pas besoin de passer par autre chose pour percevoir le corps. Oui. Alors, c'est ça qui. Alors, les Tibétains, ils utilisent aussi le même mot substantiel, je ne sais pas comment ça se dit en tibétain, pour toutes ces choses-là, pour tous ces sens-là. Ouais. Exactement, ouais. Et le sanskrit aussi. Donc c'est ça où on a une difficulté, c'est que c'est le même mot, mais avec un sens différent. Ça veut dire que les gens qui veulent jouer sur les mots, par exemple en débat, ça peut arriver qu'on joue sur les mots. On va dire que est-ce qu'une personne est nécessairement un phénomène imputé? On va dire Alors non. voilà, parce que chez les Vachikas, c'est substantiellement établi, la personne. Oui, exactement. Et Exactement. donc, on n'a pas, et elle est imputée quand même. Donc, chez les Vachikas, on n'a pas de contradiction entre substantiellement établi et imputé. Exactement. Alors que chez les autres, oui. Et même chez les Sotrantika. Chez les Sotrantika, c'est pareil, on pourra donner deux sens différents. On pourra dire que la personne est un phénomène substantiel parce qu'elle est impermanente. Parce qu'elle est permanente, mais elle n'est pas substantielle parce qu'on n'est pas obligé de passer. C'est dingue. Ouais. Ouais, exactement. Rien, finalement. C'est pour ça qu'on ne comprend rien. Ouais, il y a quasiment des mots différents. Quoi. Ça, non, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est si difficile à comprendre quand on lit. Exactement. Si on lit tout seul, on a des chances parfois de tomber dans des écueils parce qu'on se dit, mais il y a des contradictions apparentes. Et en effet, il y a des contradictions apparentes. Mais si on va plus loin, on se dit, en effet, pour les Sotrantika et même pour les Vaibhashika, on aurait tendance à accepter ça. C'est qu'une personne est en effet un phénomène substantiel, un phénomène un phénomène substantiellement établi, parce que une personne, c'est une chose pour les Vaibhashika. Pour les Sotrantika, la personne est aussi une chose. Pourquoi? Parce qu'elle est impermanente. Ouais, c'est ça.
Et on va dire, d'un autre côté, la personne est un phénomène imputé. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de passer par autre chose que la personne elle-même pour voir la personne. On est obligé de passer par le corps, et le corps n'est pas la personne. Mhm. Le corps est possédé par la personne, mais la personne n'est pas son corps. Et donc, on est obligé de passer par quelque chose qui n'est pas la personne pour appréhender la personne. Et donc, à ce titre-là, c'est un phénomène imputé. Pour Mais les c'est aussi sopramentales, elle est substantielle et imputée. exactement, elle est les deux. Parce que dans ce cas-là, on prend deux sens Ouais, ouais, différents de compris. substantiel et imputé. Mais on y reviendra, vous inquiétez pas, on y reviendra parce qu'il y a un débat très croustillant par rapport à ça qui viendra dans les, dans les pages suivantes. Vous verrez, c'est intéressant, mais au début on est un peu paumé, mais à force de manier ces concepts et C'est la force de l'habitude. voilà, exactement, tout à fait. C'est la force de l'habitude. Exactement. Très bien. Ok. Très bien. Donc parmi les Sautrantika, il y a deux sous-écoles. Donc là, il fait juste un aparté. Il dit ceux qui suivent les Écritures et ceux qui suivent le raisonnement. Cette distinction n'est pas sans poser de problème. C'est d'ailleurs l'école Sautrantika dans son ensemble qui pose des problèmes. Pour toutes les autres écoles, il y a des textes clairement représentatifs. C'est-à-dire que si vous cherchez des sources Vaibhashika, vous les trouverez. Vous trouverez l'Abhidharma Kosha d'Acharya Vasubandhu, vous trouverez le Mahavibhasha Shastra, etc. dans l'Abhidharma. Vous trouverez le Vinaya aussi. Et donc, vous trouverez des scripturales pour le Vaibhashika. Vous en trouverez pour le Chittamatra, le Madhyamaka, etc. Mais pour le Sautrantika, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut faire un travail de cartographie, de doxographie a posteriori de ces écoles-là à partir de certains traités. L'école Sautrantika, on la trouve dans l'auto-commentaire de l'Abhidharma Kosha de Vasubandhu. Au début, il était plutôt Vaibhashika, où elle apprenait la vue Vaibhashika. Dans son auto-commentaire, il a plutôt eu une vue supérieure. Et donc, on dit que c'était l'école Sautrantika qui suit les Écritures. Et quand Acharya Dharmakirti est venu, il a composé aussi ses traités pour défendre les vues bouddhistes contre les vues Nyaya, Mimamsa, etc. Et à ce moment-là, ça a donné un point de vue qui ne se trouve ni chez les Vaibhashika, ni chez les Chittamatrins pour certains de ces passages. Et donc il a fallu dire, et c'est pas non plus le Sautrantika qui suit les Écritures. Et donc il a fallu dire, surtout chez les Gelupa, peut-être que dans les autres écoles tibétaines on ne fait pas cette distinction, mais les Gelupa disent, il y a nécessairement une école qui n'est pas mahayaniste, qui n'est pas Vaibhashika, et qui n'est pas Sautrantika qui suit les Écritures, donc ça doit être le Sautrantika qui suit le raisonnement. Et c'est comme ça qu'on a tous ces traités et tous ces débats, quand on étudie l'Auric, Dura, etc. C'est surtout du point de vue de cette école-là, sur la base de ce que disait Dharmakirti en particulier. Voilà, donc c'est juste un aparté qu'il est en train de faire. Les Vaibhashika, eux, sont souvent divisés en sous-écoles. On dit qu'il y avait 18 sous-écoles. Et on parle donc de 18 sous-écoles. Il y en a probablement beaucoup plus, mais ces divisions sont établies surtout en fonction des textes canoniques que ces écoles utilisent. Donc ces textes traitent à peu près de la même chose, avec quelques différences qui établissent les diverses écoles. Et ce sont souvent des différences historiques. Les Vaibhashika peuvent être sous-divisés en 4 sous-écoles. Ce sont d'abord les Sarvastivada, ou ceux qui affirment que tout existe de façon substantielle, en fait, qui affirment que tout est une substance. C'est ça qu'ils disent, littéralement. Ensuite, les Vatsiputriya, ou les Samitya, c'est pareil, qui pensent que le soi existe, un soi autosuffisant et substantiel existerait. Les Staviravada, ou école des anciens, dont l'une des sous-écoles existe encore aujourd'hui sous l'appellation Theravada, donc dans l'Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, etc. Et pour finir, les Mahasangika, ou ceux de la Grande Assemblée. Donc par rapport à ça, dans les textes, justement, quand il dit les Mula Sarvastivada, en fait, littéralement en sanskrit, Sarvastivada, ça veut dire tout existe. Les tenants la voix de ceux qui disent que tout existe. Mais si on prend justement le Rinchen Jawa, on parlait tout à l'heure de ce texte qui a étudié Adepong Gomang, etc., il dit littéralement que pour les Vaibhashika, par exemple, il dit du Sum Zeye de. Ils disent les trois temps, pardon, excusez-moi, Zesu de sont des substances. Les trois temps n'existent pas substantiellement, mais les trois temps sont des substances. Donc là, je pense que c'est juste un raccourci quand il dit, pour les Sarvastivada, ceux qui affirment que tout existe de façon substantielle. On avait vu que non, on avait vu que seules les vérités ultimes existent de façon substantielle. Hein.
Donc on ne peut pas dire que tout ce qui existe soit une vérité ultime, c'est pas possible. Et donc par contre, si on dit Zesu Deva, ça veut dire ils acceptent que tout ce qui existe est une substance. Là, dans ce cas-là, ça va. Dans ce cas-là, ça va. Là, on peut l'accepter. Ils vont dire que les trois temps sont des substances. Le passé, le présent et le futur sont des substances. Alors que les autres écoles vont dire, par exemple, certaines autres écoles vont dire le passé, c'est un phénomène imputé. Le futur, c'est un phénomène imputé. Eux, ils vont dire non, ça c'est substantiel. C'est un phénomène qui est une substance. Donc c'est juste ça, c'est pour essayer de préciser ce que dit Geshe Dreyfus là. Ensuite, les Vatsiputriya ou les Sammitya qui pensent que le soi existe. Donc là, c'est pareil, il y a des débats dans ce traité de Kenshoji Mewambo. Il dit, vous vous souvenez, les quatre sceaux. Les quatre sceaux, c'est quoi? Les quatre sceaux qui font qu'on accepte la philosophie bouddhiste, qu'on est un philosophe bouddhiste, qu'on est un tenant bouddhiste. C'est quoi les quatre sceaux? Tous les phénomènes opposés sont impermanents, tous les contaminés sont souffrance, et puis le nirvana, c'est la paix, mais il m'en manque un. C'est celui dont je voulais parler, ça tombe mal. Ben voilà, je te laisse la place, vas-y, dis-le. Le troisième, c'est tout. Tous les contaminés sont souffrance. Oui. Il n'y a pas de soi, quelque chose comme ça. Oui. Les phénomènes n'ont pas de... oui. Je sais pas comment il dit ça, mais il n'y a pas de soi. Et puis, le nirvana, ah merde. Tous les phénomènes sont vides de soi. Exactement. Voilà. Les phénomènes sont vides de soi et le nirvana est la paix. Très bien. Donc si on les reprend, on va dire tous les composés sont impermanents. Pas tous les phénomènes. C'est ce qu'on dit, par exemple, ce qu'on trouve dans l'enseignement du Bouddha de Walpola Rahula, qui est un très grand érudit Theravada, qui dit en effet le Bouddha a bien spécifié Sarva Samskara. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Pas tout est impermanent, sinon la vacuité, le non-soi, etc., serait impermanent, etc. Donc tous les composés, tout ce qui est produit est nécessairement impermanent. Et même les Vaibhashika vont l'accepter. Ensuite, on va dire tous les contaminés sont souffrance. Donc en pali, on a Sabbe Samkara. Encore, tous les composés sont souffrance. Mais ça pose question, parce qu'on avait vu ça un dimanche soir, on avait vu la conscience du Bouddha, est-ce qu'elle est composée ou pas? Elle est composée, mais elle n'est pas contaminée. Voilà. Exactement, elle est composée, mais elle n'est pas souffrance. Donc c'est pourquoi on ne peut pas dire tous les composés sont souffrance. Dans la tradition sanskrite, on dira tous les contaminés sont souffrance. Tout ce qui est contaminé par le karma et les afflictions. Ensuite, on a la solution à ça. Quand on médite sur les quatre sceaux, on essaie de méditer, on se dit voilà, je suis contaminé, ma nature, la nature de mes agrégats, la souffrance, comment est-ce que je peux faire pour me sortir de ça? Il faut méditer sur le troisième sceau. Tous les phénomènes sont vides et sans soi. Tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Et quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on obtient grâce à ça? Le nirvana et la paix. Ouais, très bien. Donc tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. C'est ça qui nous intéresse ici, c'est que ça fait partie des quatre nobles vérités aussi. Quand on a la première noble vérité, qui a quatre aspects à elle seule, qui sont impermanence, souffrance, vide et non-soi. Ah, comme un mantra, ça part tout seul. Excellent. Impermanence, souffrance, vide et non-soi. Et bien ça rejoint exactement ça, vide et non-soi. Tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Et là, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit, les Vaibhashika, les Sautrantika sont des tenants du véhicule fondamental. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que quand on parle d'un phénomène autre que la personne, qui est vide de soi, on va parler d'un non-soi personnel. On va dire que c'est l'absence d'un soi personnel dans la table. C'est-à-dire que la table n'est pas un objet d'usage d'une personne autosuffisante et substantielle. La table n'est pas un objet d'usage d'une personne permanente, unitaire et autonome. Vide et non-soi. Vide, c'est l'absence de personnes autonomes, unitaires et permanentes. Non-soi, c'est l'absence d'une personne autosuffisante et substantielle. Mais les Vatsiputriya, eux, ils acceptent, dans notre cartographie à nous, on va dire que eux ont le défaut d'accepter une personne autosuffisante et substantielle. Pourquoi? Parce que dans certains sutras, le Bouddha dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le fardeau, c'est les agrégats. La personne a pour fardeau les agrégats contaminés. Comme si la personne était séparée de ses agrégats.
la personne posséderait ces agrégats. Donc eux, ils l'interprètent comme ça. Donc nous, on interprète qu'ils interprètent comme ça. C'est plutôt juste comme ça, de le dire comme ça. Nous, on pense qu'ils interprètent comme ça, les Vatsiputriya, que le Bouddha aurait dit que la personne est séparée de ces agrégats, ne serait pas exactement la même chose, on ne serait pas comment dire, serait autonome, ouais, ou serait le possesseur des agrégats. Un possesseur qui ne serait pas, comment dire, qui ne serait pas simplement imputé. Ce serait un phénomène substantiel. La personne, vous enlevez les agrégats et vous continuez d'avoir une personne d'un certain point de vue. Ce serait un petit peu ça. Bien sûr, il y a des subtilités aussi là-dedans aussi. Et donc, de ce point de vue-là, s'ils n'acceptent pas le troisième sceau, est-ce qu'ils sont bouddhistes? Et Ils voilà. n'acceptent pas la personne. S'ils prennent refuge, ils sont bouddhistes. Voilà, ils sont refuges par la pratique, mais est-ce qu'ils seraient bouddhistes par la vue? Ah non. Ah ben non. Parce que si on n'accepte pas les quatre sceaux, on ne peut pas prétendre être un philosophe bouddhiste. On ne peut pas prétendre prendre à notre propre compte ce que dit le Bouddha. Donc, ce que va dire Jamyang Shepa lui-même, mais aussi Konkan Jigme Wambo, il va dire aussi ça. Il va dire que, en fait, ce qui est principalement réfuté dans les quatre sceaux, quel type de soi on réfute en particulier, c'est surtout un soi permanent, unitaire et autonome. Et même les Vatsiputriya réfutent ce soi grossier. Et donc, à ce titre-là, ils sont inclus dans les philosophes bouddhistes. Ouais. Même avec le non-soi grossier, alors. Exactement. Même le non-soi grossier suffit. Il suffit d'accepter le non-soi grossier pour être qualifié comme candidat en tant que philosophe bouddhiste. D'accord. C'est pour ça, même les Vatsiputriya ici, c'est où? C'est où? Voilà. Ok. Voilà, exactement. Mahasangika, c'était où? Ah voilà, ici. Qui affirme de la façon. Ah voilà. Les Sarvastivada qui affirment que tout est une substance. Les Vatsiputriya ou Samitya qui pensent que le soi, donc autosuffisant et substantiel, existe, mais ils réfutent quand même un soi permanent, unitaire et autonome. Et donc ils sont quand même des philosophes bouddhistes à ce titre-là. Très bien. Et le Staviravada, donc qui est l'ancêtre du Theravada, qui existe toujours le Theravada, mais il y a des points de vue assez différents. Là, on dit que on fait une sous-division des Vaibhashika, ouais. Et ce que dit sa sainteté, et surtout la vénérable Tuten Chodron, dans cette super série, dont je n'arrête pas de faire la pub en ce moment, c'est toute une série de livres qui reprend les enseignements de sa sainteté, coécrit avec la vénérable Tuten Chodron, qui connaît très bien le Theravada. Et donc, c'est l'abbesse de Sravasti Abbé aux États-Unis. C'est une très grande érudite, une grande pratiquante, etc. Et elle connaît très bien tout ça. Et en fait, elle dit, page 82, 83, 84, etc. Elle dit qu'en fait, ah voilà, 82. Tandis que certains maîtres indiens tels que Bhavaviveka et la plupart des Tibétains voyaient 18 écoles comme étant des branches du Vaibhashika, de l'école du système philosophique Vaibhashika, il y a assez peu d'accords communs sur ces choses, dans d'autres contextes. Donc elle dit, l'école Vaibhashika est inconnue dans le Sud, dans l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Donc même le terme Vaibhashika n'est même pas connu, alors que le Theravada, c'est l'Asie du Sud et du Sud-Est. Et elle dit, le Theravada ne se considère même pas lui-même comme une branche du Vaibhashika. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la lecture tibétaine, ou Gelugpa en particulier, de cette historique philosophique, ne correspond pas nécessairement à ce qu'on trouve en réalité. Mais malgré tout, si on lit des textes de grands maîtres théravadins comme Ajahn Chah, etc., on verra que c'est surtout le non-soi de la personne qui est évoqué, en principal. Et un non-soi permanent, unitaire et autonome, c'est surtout ça qui est mentionné. Mais ce n'est pas une preuve suffisante pour dire que Ajahn Chah serait Vaibhashika ou que tous les Theravadins seraient Vaibhashika. Et donc, si vous lisez l'anglais, je vous encourage grandement à lire la suite du texte, parce qu'il y a le bouddhisme ancien au Sri Lanka qui explique comment le Theravada s'est construit au fil du temps, et c'est passionnant.
Nous, on a souvent l'idée d'un Theravada qui serait monolithique, qui serait la première école tibétaine, les détenteurs des textes sacrés depuis le début, en fait. Mais on découvre qu'en fait, il y avait au moins trois grandes traditions. Il y avait Abhayagiri, Jetavana et Mahavira au Sri Lanka. En fait, le bouddhisme est arrivé au Sri Lanka grâce au fils et à la fille de Ashoka, le grand empereur Ashoka, vers le IIIe siècle avant notre ère. Et 600 ans plus tard, en fait, au cours de ces siècles, trois grandes traditions sont apparues, donc Abhayagiri, Jetavana et Mahavira. Et donc, deux de ces courants acceptaient le Mahayana, avaient des textes mahayanistes. Et dans le canon chinois, ils ont pris des textes mahayanistes du Sri Lanka. Mhm. Et elle dit même, il y a même des preuves comme quoi les enseignements tantriques existaient là-bas. Donc c'est passionnant, c'est vraiment magnifique. Elle dit que ensuite Mahavira a essayé, le monastère Mahavira a essayé de dire non, on n'accepte pas le Mahayana. Donc les deux autres monastères ont été défendus par le roi Mahasena, qui a vécu très peu de temps, il a vécu une trentaine d'années. Et quand il est parti, ensuite c'est le monastère Mahavira qui a pris le pouvoir, en fait, qui a essayé d'établir sa vue. Et depuis ce temps-là, on dit qu'en effet, le Theravada, c'est totalement contradictoire avec le Mahayana, alors qu'à l'époque, pas du tout. Et de nos jours, certains pratiquants Theravada prennent les vœux de Bodhisattva. C'est passionnant. C'est passionnant. Moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, ça relativise un petit peu ce qu'on voit ici dans cette doxographie, où on voit, en effet, on a des cases très carrées, très nettes, etc. Mais, comme le dit Geshe Dreyfus lui-même, ça pose difficulté d'essayer de faire entrer dans des cases des trucs qui n'étaient pas nécessairement à l'époque. Très bien, donc on va essayer de continuer un petit peu sur ce point-là, et après, la prochaine fois, on reprendra les points plus philosophiques. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ok, donc pour finir, les Mahasangika, ou ceux de la Grande Assemblée, très bien, donc il y avait ces 4 sous-écoles qui étaient ensuite subdivisées, et il y avait 18 sous-écoles. Mais si vous regardez dans le Drupta Chenmo, dans Maps of the Profound, il y a plusieurs explications de ces 18 sous-courants, et donc tout le monde n'est pas d'accord sur cette répartition des écoles. Il dit donc cela ne veut pas dire que c'était... ah oui, donc il parle d'Atisha. Ce sont des écoles qui ont existé en Inde pendant longtemps. Atisha faisait partie de l'école des Mahasangika. Donc le grand maître Atisha qui a ensuite restauré le bouddhisme au Tibet vers le Xe siècle, X-XIe siècle, cela ne veut pas dire que c'était un Vaibhashika du point de vue philosophique, mais cela était vu sur le plan du Vinaya, c'est-à-dire que Atisha était un moine pleinement ordonné, et donc c'est le Vinaya qui donne le code monastique. Donc le Vinaya, c'est ça, ce sont les règles des moines, des laïcs, etc. Et de nos jours, il reste 3 Vinayas différents. Il en reste 3. Un qui est issu de Chine, un qui est pratiqué au Tibet, chez les Tibétains, etc. Et un autre, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah ouais, bah, chez les Theravada. Ok. Donc on a ces 3 codes monastiques différents. Et donc chacune de ces écoles a en effet un Vinaya un peu différent. Et donc le Vinaya, c'est du point de vue du Vaibhashika. Le Vinaya des Tibétains fait partie de l'école des Sarvastivada. Quand Shantarakshita, l'abbé de Nalanda, est arrivé au Tibet, il a ordonné les premiers moines tibétains au monastère de Samye. Et c'est depuis ce temps-là, tous les moines de la tradition tibétaine sont nécessairement dans cette école-là. Enfin, le Vinaya qu'on pratique chez les Tibétains, c'est le Vinaya Sarvastivada. Mais ça ne veut pas dire qu'on ait une vue Vaibhashika. Heureusement, on peut avoir une vue Chittamatra, Madhyamika, etc. Donc quand les Tibétains parlent des Vaibhashika, ils parlent surtout des Sarvastivada. C'est ça qu'ils connaissent en particulier, bien sûr. Le canon du véhicule fondamental dans le canon tibétain est Sarvastivada, et le Vinaya est Sarvastivada aussi. C'est cette école-là qui est décrite quand on parle du Vaibhashika. Donc on ne parle pas nécessairement des autres sous-écoles du Vaibhashika. Même si dans certains traités, comme par exemple la Majjhitsumpa, il parle des Aparantaka, des Kashmiri, etc., il parle quand même de différents courants, mais pas nécessairement de tous les courants. Donc l'ordination monastique qu'ont les Tibétains est une ordination du véhicule fondamental, donc pratimokshayaniste, ici à l'époque on disait inayaniste, donc ça veut dire de libération individuelle, de l'école Sarvastivada. Aussi, lorsqu'Atisha, qui était lui membre des Mahasangika, est venu au Tibet, son disciple principal, Dromtonpa,
qui était laïque, lui a demandé de ne pas donner d'ordination pour ne pas créer une division dans le sangha tibétain, dans le sangha monastique, afin que le canon tibétain reste Sarvastivada, pour éviter de mélanger les genres, en fait. C'est mieux d'avoir une tradition monastique plutôt que de tout mélanger. Mais de nos jours, ça a un peu changé, parce que la tradition des moniales pleinement ordonnées au Tibet s'est perdue. Et donc, on ne peut pas redonner l'ordination selon le Sarvastivada pour les bhikshuni, pour les moniales pleinement ordonnées. Et donc, elles vont souvent à Taïwan, dans la tradition Dharma Guptaka. Et donc, dans ce cas-là, il y a un mélange des genres, c'est possible. Mais c'est impossible de redonner l'ordination. Une fois que la lignée est rompue, c'est terminé. On ne peut plus redonner. Il faut que les vœux soient vivants depuis le Bouddha lui-même, en fait. Donc ce n'est pas que l'ordination Sarvastivada soit meilleure ou moins bonne que celle des Mahasanghikas, mais c'est pour garder l'unité d'une tradition du Vinaya. Ainsi, Atisha n'a pas donné d'ordination monastique au Tibet. Très bien. Donc là, on voit ici ensuite les sources scripturales du Vaibhashika. Cette école, Vaibhashika, est une école dont on a élaboré ici quelques notions, mais en fait, on a surtout parlé ici de l'école des Sarvastivada. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'un des courants Vaibhashika. C'est ce point de vue qui est représenté dans l'Abhidharma Kosha, Vacharya Vasubandhu, donc le trésor de l'Abhidharma, et c'est également ce point de vue qui est exposé par le Mahavibhasha Shastra. Donc c'est un ensemble de traités sur l'Abhidharma qui a été traduit en tibétain au XXe siècle. Quant aux autres écoles, comme le Theravada, elles ont des thèses qui se rapprochent de cela, mais ne sont pas exactement similaires. Donc c'est ce qu'on a vu dans le texte de Sa Sainteté de la Vénérable Totem Chöden. Excellent, bravo à vous. On essaiera de poursuivre un petit peu tout ça la fois prochaine et puis de débattre un petit peu. On essaiera. Merci. Super. Eh bien, oui. Super Merci, bonne journée, bye. Merci, au revoir. Merci à tous. Au Bonne revoir. journée. Et à 3h Bon pour week-end. ceux qui font les débats. Ciao, ciao. Ok. Merci, merci Merci. Jinta. Avec grand Bye plaisir. bye, Jimpa. Ciao.